Bienvenue dans Chasing Serendipity. Dans ce dernier épisode, on part pour l'inconnu, on travaillera dans le noir et hors de nos zones de confort. Expirez profondément. Laissez cette possibilité, cette ouverture, même si c'est l'inconnu, justement. Il faut arrêter d'être concret. Mais oui, parce que quand vous voulez être concret, vous arrêtez de réfléchir. Il faut parfois, en tout cas, faire le pari de l'inefficacité apparente. Sérendipité. Vous avez les yeux fermés ou pas? Ah oui. D'accord. Là, je sens la cicatrice. Cette zone-là que vous touchez à votre gauche est pour moi insensible. C'est comme si elle était opérée. Oui, c'est toute cette partie. C'est vraiment un travail remarquable. Comment les accidents et les cicatrices de nos vies intimes peuvent-ils nous amener à travailler autrement? C'est ce dont on va parler dans cet épisode et c'est ce que questionnent aussi les projets de Prune Nourri, l'artiste que l'on entend ici en plein travail de sculpture. Là, vous savez, j'ai fait juste un volume, mais il faut que je revienne voir sur vous. Tout, en fait. Voilà. Et comme beaucoup de gens que vous avez pu entendre dans ce podcast, Prune Nourri bouscule régulièrement sa façon de travailler. Là, elle sculpte les yeux bandés sans jamais voir ses modèles qui, eux, sont non-voyants. L'écart de vos doigts. C'est le dispositif de travail qu'elle s'est imposé pour son dernier projet, Phoenix, présenté à la Galerie Templon à Paris. Ouais. Pas évident pour une plasticienne. C'est dur. Je ne dois pas le gâcher. C'est très, très dur. Et là, c'est vrai que je perds complètement mes repères habituels. Est-ce que je pourrais toucher ce que vous avez fait? Ah, mais bien sûr. Complètement. Allez-y, hein, mettez, si vous voulez mettre vos pattes là où vous le sentez, je trouve ça génial. C'est vrai? Bah oui. Je sais pas, moi, Comme je peux si pas vous vous- défendre de ce que vous avez fait. Non, c'est comme si vous massiez, je trouve ça génial. C'est pas mal du tout. Je trouve. C'est ça, votre troisième œil, c'est vos mains. Oui. Et votre intuition. C'est bien plus précis que les deux autres œils. Prune Nourri, l'artiste que l'on vient d'entendre, a placé la sérendipité depuis longtemps au cœur de son travail. Et, sérendipité ou pas, pendant la préparation de cette exposition, elle est elle-même devenue réellement aveugle, temporairement, par accident. Sauf que j'étais déjà en train de faire ce projet, c'est ça qui était très bizarre. Je venais d'appeler la première personne non-voyante, mon modèle, pour lui demander s'il accepterait d'être mon modèle. Donc c'était un timing extrêmement étrange, où j'avais entamé ce projet, mais je ne l'avais pas encore commencé. J'ai donc eu un bébé il n'y a pas si longtemps, et il m'a mis le doigt dans l'œil. Il avait peut-être 6 mois, avec ses petits ongles que je ne coupais pas assez près. Et voilà, et j'ai eu une partie de la rétine arrachée. Et en fait, je me suis retrouvée effectivement dans le noir pendant 4 jours, dans une situation de dépendance comme je n'avais jamais connue. Et ça m'a déprimée. Je pense que c'est quand on est sur un chemin qui est plus ou moins juste pour soi, il y a des choses qui se passent, des gens qu'on rencontre. Mais je pense que c'est d'être à l'écoute de ces rencontres qui est hyper important. Parce qu'en fait, on peut penser d'une certaine manière au début et on va penser autrement à la fin. Donc il faut accepter de se mettre en danger, de rencontrer sur son chemin des choses qui vont nourrir le projet, des gens qui vont incroyablement le nourrir aussi. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas arrive, mais en même temps, vous étiez préparé à autre chose qui vous a permis d'arriver jusque-là. Et la matière, la sculpture fait ça, l'art fait ça, mais parce qu'on est en constant mouvement, le monde est en constant mouvement. Donc il faut accepter de ne pas être dans une rigidité, mais dans une flexibilité. Pas toujours facile. Flexible et les yeux bandés, Prune Nourri a donc dû développer d'autres sens et d'autres compétences, j'imagine, dans son travail d'artiste. Et je suis assez admirative de sa démarche. Est-ce qu'on pourrait tous imaginer se créer un handicap dans notre travail? Moi, par exemple, ce serait peut-être comme si je m'imposais d'enregistrer avec des boules caisses. Ça va forcément créer de l'inattendu, peut-être parfois aussi des accidents heureux, mais c'est surtout une façon de laisser le réel bousculer notre rapport au travail, comme la vie pourrait le faire par accident. Et je suis passé d'un monde à un autre, en fait. Donc, j'ai appris à vivre telle une personne aveugle et je suis passé d'une nuit à l'autre. J'étais dans le milieu de la nuit avant. J'étais manager de boîte de nuit. J'entrais du boulot, l'auto, une voiture.
avec un homme ivre dans la voiture, à griller un feu stop, et j'ai pas fait moi. Je trouve que ça m'a permis de découvrir des choses que jamais j'aurais pu découvrir avant. Le destin, les choses n'arrivent jamais par hasard. La trajectoire de David, le modèle de Prune-Nourry, qui a changé de carrière et trouvé sa voie en perdant la vue, ça m'a fait penser à un vers de Victor Hugo. Chaque homme, dans sa nuit, cherche sa lumière. Bon, ok, je suis un peu poète aujourd'hui, mais finalement, cette quête-là, elle nous touche tous, quoi qu'on fasse comme boulot, parce que le travail nous relie non seulement aux autres, mais souvent aussi à nous-mêmes et à ce qu'on fait dans la vie. Et que l'on croit en la sérendipité ou pas, c'est souvent l'expérience, c'est-à-dire une rencontre, un choc, un échec, une maladie ou un accident, qui nous font voir les choses autrement, qu'on soit artiste ou pas. Et je me suis demandé si des dirigeants de grandes entreprises, ceux qui suivent les cours de la bourse, si eux aussi pourraient laisser la vie bousculer leur façon de travailler, se placer un peu en situation de handicap, ou en tout cas de faiblesse, pour apprendre. Et j'ai rencontré Grégory Malherbe. Donc, je vous dis qui je suis en 2 secondes. Donc, moi, je suis Grégory Malherbe, je suis français, et je suis un pur produit du système académique français. Je fais une prépa, et puis Mathsup m'explique après une super-héros à Toulouse. Et puis, j'ai commencé à bosser tout de suite pour des groupes, et souvent des groupes américains, et essentiellement pour des groupes cotés en bourse. Et puis boum, un accident fait découvrir à Grégory le mot sérendipité. Un jour, je dirigeais une boîte, j'étais assez jeune, et puis la boîte que je dirigeais, on savait, elle portait en elle les germes de son déclin, puisqu'elle avait un gros client qui faisait 80%. Et ce client avait dit, je m'en allais. Donc, on savait que la boîte allait mourir. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu un accident de motocross et j'ai failli mourir. Et donc, j'étais en mon lit d'hôpital et je me suis dit, bon, la boîte va mourir. OK, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait de la chance. C'est là que je me suis intéressé à la sérendipité. Donc, j'ai réuni tout le personnel, 300 salariés, j'aurais dit sérendipité. Mais ils m'ont dit, mais c'est quoi, mon gars? On comprend. D'abord, on est content de te voir. Mais deuxièmement, mais ça veut dire quoi? Je dis, je sais pas encore. Mais je vous garantis une chose, c'est qu'il existe quelque part une opportunité pour nous. C'est simplement qu'on n'a pas eu les bons yeux ou les bons capteurs pour pouvoir s'en emparer. Mais je vous garantis qu'entre maintenant et le moment où on est censé déposer le bilan dans 6 mois, on va trouver une idée magique. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça, puisqu'un mois après, on a dégoté un marché, on a fabriqué les bornes de recharge pour les véhicules Autolib. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais les 15 millions d'euros qu'on a gagnés comme marché, ça nous a sauvé la boîte. Et c'est là, en fait, que réside un peu cette magie. C'est à partir du moment où vous prenez une posture qui est de dire, et c'est vrai, statistiquement, il y a des boîtes qui vont s'en sortir. On va être de celles-là, et qu'est-ce que celles qui vont s'en sortir doivent faire? Et bien, à ce moment-là, ça crée une espèce de radiation positive, de tension positive au sein de la boîte. Tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru. Et on a fait une année record. Donc il y a un truc il y a vraiment un truc. Hein, il y a vraiment un truc. Et ce truc, Grégory a essayé de le détailler de façon très rationnelle, parce qu'il est ingénieur, dans un livre qui explique comment susciter la chance dans la stratégie en entreprise. C'est ce qu'il appelle la méthode Sérendip dans la sérendipité au service de la gouvernance, des processus, des outils et des équipes. Alors sa méthode est un peu longue à détailler, mais ce qui m'a touchée dans le parcours de Grégory, c'est que lorsqu'il prend la tête d'une boîte, il quitte son bureau, son costume cravate, il met des gants, un casque, des lunettes, un peu comme Prune-Nourry se bande les yeux pour mieux travailler sa matière. Les anglo-saxons, ils disent, on nous a fait 2 oreilles et une bouche, et une raison pour ça. On doit écouter 2 fois plus qu'on parle. Et ça, on a une vision assez encore pyramidale, je pense, dans certains pays occidentaux, de comment finalement le savoir, le pouvoir, la connaissance doivent se décliner. Or, moi j'ai une vision un petit peu différente. Pour moi, un salarié, je veux dire, on est tous dans la même équipe. On a tous des rôles différents, mais on est tous dans la même équipe. Et ça, lorsque je commence un job, je vais aller sur les lignes de production, passer du temps en production, pas simplement discuter avec des gens, mais produire, voir ce qui se passe, le boulot qu'ils font. En faisant ça, d'abord, j'adore ça. Et deuxièmement, j'envoie un message très fort. C'est faire confiance, finalement. On a des centaines, dans certains cas, des milliers d'employés, mais ces gens-là, ils recèlent une intelligence qui est souvent inexploitée. Et si vous ajoutez les fournisseurs, qui eux aussi sont là finalement pour le succès de l'entreprise, vous avez un réseau d'intelligence. Donc, organiser la sérendipité, souvent, c'est renoncer à la toute-puissance des états-majors, être capable de dire finalement, je ne sais pas.
Dans ce monde qui est complètement fou, complètement fluctuant, il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour savoir. Donc voilà, c'est essayer de collecter cette intelligence qui est là finalement. Et de faire entrer en collision les savoirs, les intelligences, les trajectoires. Et de là, mais c'est vraiment la sérendipité à l'état brut, c'est-à-dire qu'on va voir jaillir finalement des éclairs de choses mais qu'on n'avait pas vu venir du tout. Et si on prend le temps 2 secondes de s'y attarder, on se rend compte qu'il y a des pépites qui jaillissent comme ça. Et c'est pour ça que je reviens à la sérendipité. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut donner confiance finalement aux managers, aux leaders, au travers d'un processus, parce que finalement c'est ce qu'on aime bien, mais ce processus doit porter en lui cette capacité à aller chercher les choses dans cette zone d'ombre. Quelque part, il est quand même plus confortable de faire les choses qui sont dans notre zone de confort, améliorer un petit peu le fonctionnement de l'entreprise, même quand on parle de stratégie, de façon incrémentale, c'est-à-dire je vais faire des petits pas peu risqués, plutôt que de poser tout ça et se dire, mais attends, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui va me faire bouger les aiguilles de la boîte de façon phénoménale et à laquelle je ne m'attaque pas. La seule chose, c'est que les clés du succès de la boîte, elles ne sont pas là. Elles sont dans le noir. Donc, il faut accepter de sortir de cette zone-là et puis s'aventurer dans le noir. Parce que c'est là qu'il y a les ruptures potentielles et c'est là qu'il y a les gros gains, finalement. Voilà. Peut-être attendre, parce que vous allez sûrement vous cogner. Ah oui. Comme c'est dans le noir. Il faut peut-être être juste un peu plus lente. Voilà. D'accord, merci. C'est par là? Voilà, on est complètement dans le noir. Oh, il y a quelqu'un? Oui. Non, je suis pas un mur. Excusez-moi. On voit rien du tout. Vous voyez quelque chose? Je sais même pas où je suis. Ah, c'est votre main, pardon. Non. Si, ça oui. Ça, c'est votre main. Alors. Ah, vous avez une autre personne avec vous? Oui, moi j'enregistre. J'ai un micro. D'accord. Ah, d'accord. Excusez-moi, je vous touche. C'est votre épaule? Oui, c'est mon épaule. Et vous arrivez à vous repérer complètement? Oui, bien sûr, je suis non-voyante en fait. Donc vous savez exactement où est la sculpture? Exactement. Là, vous êtes à la 2e. Ici, c'est le noir total, dans l'exposition Phénix de Prune-Nourry, que l'on visite entièrement dans l'obscurité, en tâtonnant pour découvrir les œuvres. Ces oreilles, regardez, elles sont là, les oreilles, mais elles sont un peu cachées par les cheveux. Ah ouais. Avant de vivre cette expérience dans le noir, autour des œuvres de Prune-Nourry, j'avais découvert le travail de cette artiste française qui vit entre New York et Paris, grâce à son premier film, Serendipity, produit aux États-Unis par Angelina Jolie. Le point de départ, c'est quand Prune apprend qu'elle a un cancer du sein. Elle a alors 31 ans. I definitely think everything is connected. And there is no coincidence in a way. Dans ce film, Prune-Nourry fait de son odyssée médicale une quête intime et artistique qui lui fait questionner les liens de sérendipité dans son travail. Comment la maladie résonne dans les œuvres qu'elle a pu faire avec d'autres en Inde, en Chine, en Europe, aux États-Unis. Terracotta d'auteurs. Des œuvres qui parlent de féminité, du corps, de ses limites, du temps, de procréation, de déséquilibre, et dont les titres résonnent autrement une fois qu'elle apprend sa maladie. Les bébés domestiques, Holly Daughters, l'Amazone érogène, le projet Phénix, Serendipity. Je suis passée à travers un cancer du sein il y a quelques années et en fait j'ai titré mon film Serendipity alors que j'avais déjà fait un livre sur mon travail, mon parcours d'artiste. C'était mon premier livre, c'était mon livre sur tous mes projets depuis plus de 10 ans. À un moment où j'étais pas malade et je connaissais très peu ce nom et je savais pas très bien ce qu'il voulait dire. Et c'était pour moi le mot qui recouvrait le plus, mais de manière poétique, l'idée que, comme je travaille entre l'art et la science, qui recouvrait le plus ces 2 process, en fait. Parce que je pense que ça, c'est aussi la définition de l'art et la définition de la recherche. C'est la sérendipité étant les erreurs heureuses. C'est comment est-ce qu'on, justement, on transforme ces erreurs. Alors, on transforme ces erreurs en quelque chose de positif. Et puis en même temps, voilà, on est dans la recherche, on est dans l'intuition, mais il y a aussi une part de hasard qui parfois nous fait trouver des choses qu'on ne cherchait pas. Et j'avais choisi ce titre-là. Et puis quand je suis tombée malade et que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de liens étranges entre les différents projets que j'avais faits auparavant, pendant plus de 10 ans, et la maladie qui tout d'un coup était là en moi et dont il fallait que je m'occupe,
que ce mot serendipity a pris une dimension encore plus forte. Et j'ai donc décidé d'en faire un film. When I feel that creative sensation, that feeling that something is coming, and that I'm gonna create something, it's exactly at the same place where I feel desire. It comes from the guts, and you have no choice but doing it, and you really want to, and even if it seems strange or weird or too big or too costly, you don't give a fuck, you just want to do it. And you have an idea years before and you forget about it. It will come back years after, and finally you realize that it was still there all that time. Et ça, c'est typique avec la sculpture, parce qu'en fait, la sculpture, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, parfois, c'est 3 mois, 4 mois, 1 an de process du tout début de l'idée jusqu'à le moment où on va fabriquer la sculpture en terre, le moment où on va la mouler, le moment où on va la faire en cire, le moment où on va remouler, le moment où on va le passer dans le four, ensuite couler le bronze, ensuite sortir du bronze, parce que le bronze lui-même est encore dans le moule, donc ensuite il faut ciseler, ensuite il faut patiner. On a tout un processus comme ça qui prend du temps, et ce pour toute forme de sculpture, même la sculpture sur bois, si on part de l'arbre. Il y a tout un process, et ces étapes-là sont essentielles, et surtout il y a le lâcher-prise, d'accepter que la matière vit sa propre vie. Quand on travaille avec des matières vivantes, des matières organiques, mais aussi des matières comme la pierre ou le marbre, il y a aussi des veines, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas voir et qui vont apparaître au fil du temps. Last June, I got a phone call. It was my doctor, and she told me that I had breast cancer. Pendant son combat contre le cancer, qui lui fait questionner ses liens au travail, au passé, au présent et au futur, Prune n'arrête jamais de travailler. Et dans ce film, quand d'autres sculptent son propre corps, elle continue à sculpter sa matière. When you heal, you realize that health is everything. If you're in good health, you can do everything. There is no limit. But in a way, I learned how to work in a different way. So once you accept the illness, then it's easier. It just gives another perspective. Ça m'a appris à accepter. En fait, je pense que j'étais dans cette idée que je travaillais comme un scientifique sur mes projets d'une manière relativement objective, comme un anthropologue. Et en fait, le fait d'avoir la maladie en moi, donc comme de la matière à sculpter, ça m'a obligée à regarder à travers moi et puis d'accepter que ce qu'on fait en tant qu'artiste, ça ne peut pas être objectif, c'est forcément subjectif. Et ce choix de tourner la caméra vers moi, ce qui était assez désagréable, même carrément désagréable, et ça a été quelque chose que j'ai fait parce que je me suis dit que là, c'était nécessaire, à la fois pour m'aider, parce que du coup, le fait de dire action à moi-même, quand j'allumais la caméra, du coup, j'étais dans la proaction et je pensais à autre chose aussi. J'étais dans la créativité, sur un lit d'hôpital, sur un brancard, en train d'essayer de garder le focus sur le plafond qui défilait, etc., au lieu d'être dans l'appréhension de ce qui allait se passer. Et puis en même temps, voilà, de se dire que puisque je tournais la caméra vers moi, là, je m'obligeais à regarder en moi, et ça a été un vrai travail de lâcher prise. I was in my bed and suddenly my heart started to beat super, super fast, and I had a huge weight on my chest, and I couldn't breathe. I had just realized I was a human being and I could die.
C'était mon apprentissage, le chemin que je devais suivre. J'avais cette impression que c'était... il y avait ce regard d'anthropologue, parce que j'aime travailler avec des anthropologues, des sociologues. C'est un métier que j'aurais adoré faire. Et donc peut-être, voilà, j'avais cette idée-là. Maintenant, je pense que quand on est artiste, justement, c'est en grandissant, en vieillissant, on apprend à lâcher prise de plus en plus. Certains l'ont dès le départ, mais c'est comme un retour, en fait, à l'enfance, c'est beaucoup dire, mais à ce contact direct avec notre imaginaire et sans filtre. Quand vous dites ça, j'ai envie de vous faire écouter quelque chose et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ça résonne avec ce que vous dites. Je vous prête mon casque. Ça marche ? Notre grand problème, et je dirais un malaise de notre civilisation, c'est que l'ordre du rationnel et l'ordre du poétique sont devenus des ordres complètement séparés. Claude Lévi-Strauss, Archivina, 1986. Civilisation dite primitive qu'étudient les ethnologues, ce sont des ordres étroitement unis. Et tout mon effort, je dirais, si je devais le caractériser en un mot, celui de toute ma vie, celui de tous mes livres, ça a été précisément d'essayer de retrouver à travers l'étude de ces sociétés cette alliance primitive entre le poétique et le rationnel. Et c'est ça que j'ai essayé aussi d'exprimer dans les titres de mes livres. C'est très juste. Vous aviez reconnu la voix ? J'ai un petit doute. C'est Claude Lévi-Strauss. Et ben voilà. Est-ce que justement, c'est pas voilà, ce qu'il y a dans toutes vos œuvres, une espèce de dialogue entre du rationnel et du poétique, du scientifique et de l'artistique ? Oui. Après, je pense que c'est la définition de l'art, mais je pense que c'est effectivement les anciens, même il y a pas si longtemps, ou les mythes grecs qui, dans notre enfance, les contes avaient cette part de poésie, et essayer de dire des choses d'une manière moins directe pour peut-être aussi qu'on les accepte et qu'on les assimile de manière plus douce et plus profonde, parce qu'en fait, on fait appel à l'émotion. Ce qui manque dans le rationnel, souvent, dans les faits, c'est la partie d'émotion, et c'est vrai que quand on veut toucher les gens sur le long terme, c'est aux tripes qu'on parle. Et je pense que l'artiste parle avec ses tripes, et l'art parle aux tripes. Donc ça résonne particulièrement ce que j'écoute là. Que le corps et l'esprit soient en phase, je pense que c'est ce qui génère l'homéostasie, l'équilibre, l'âme, la raison et le corps. Tout ça, c'est des choses qui vont ensemble, qui doivent aller ensemble. Si on les sépare les unes des autres, on n'est pas dans le juste. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai connu et que je veux pas retrouver. I was working a lot about the body, like anatomy. I love anatomy. But I think I lost my body on the way, and it was all about the outside and what I was sculpting, but the cancer brought me to accept my own body the way it is, even more now that it's full of scars. Merci d'avoir cru aux accidents et aux surprises de Chasing Serendipity, un podcast d'Élodie Maillot pour Welcome Originals, produit par Paradiso Media, rédaction en chef Julien Négui et Tristan Lochon, production Axel Gobert, chargé de production Claire Français et Amy Faconnier,
Enregistrement Théo Albaric, réalisation Alexandre Ferreira, montage Élodie Maillot, musique Arthur Simonini et supervision du projet Benoît Dunègre. Donc, est-ce que pour vous, c'est ça la clé de la sérendipité au départ? C'est qu'il y a un mouvement, une rupture. Et là, il y a une tondeuse à gazon. Ok, c'est bon à savoir. Sérendipité.